En 2012, par une belle après-midi d'hiver, deux copains, Cindy et Joanne, décident de partir en randonnée dans les montagnes ariégeoises. Cindy est une jeune serveuse de 19 ans, Joanne, un étudiant ingénieur de 20 ans. Au moment de partir, il est déjà tard, ils croisent un copain de Cindy qui fait du stop. Il s'appelle Kevin. Kevin monte à bord de la Clio rouge et tous trois prennent une route escarpée de montagne. Kevin ne redescendra jamais. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Saison 2. Le corps calciné de Kevin sera retrouvé des semaines plus tard, à l'orée d'une forêt, par un cueilleur de champignons. Cindy et Joanne seront alors interpellées par les gendarmes. Lors des premières gardes à vue, Joanne et Cindy ont la même version. C'est Cindy, petite brune d'1,55 m, qui a tout fait. C'est elle qui a poignardé Kevin de plusieurs coups de couteau. Lors d'une pause pipi en haut de la montagne, Joanne a entendu Kevin hurler. « Qu'est-ce que tu fous ?» Il s'est retourné et a vu Cindy asséner des coups de couteau à Kevin. Kevin tentait de s'enfuir hors de la Clio rouge et Cindy le rattrapait en tirant sur sa capuche jusqu'à le faire basculer en arrière pour le frapper d'un dernier coup. Mortel. Elle était déchaînée. Elle en voulait tellement à Kevin. Une nuit, lors d'une fête dans son petit appartement, Kevin l'avait violée. Elle s'était endormie dans sa chambre, chez elle, et quand elle s'était réveillée, il était en elle. Elle l'avait repoussé, s'était enfermée dans la salle de bain. Quelques jours après, il lui avait dit « Ouais, désolé pour le truc l'autre fois ». Elle n'avait pas répondu. Plus tard, Kevin avait volé de l'argent aux grands-parents de Cindy. 420 € dans une enveloppe posée sur leur cheminée. Et finalement, on se demande si le ressentiment de Cindy n'a pas pris une ampleur morbide à ce moment-là, quand Kevin a osé s'en prendre à ses grands-parents adorés. Alors quand, pendant la pause pipi, il lui a touché la cuisse, Cindy a dégoupillé. C'est le terme qu'elle emploie, dégoupillé. Elle a attrapé un couteau qui traînait dans un sac ou dans le vide-poche. Peu importe, car de l'avis de tous, la Clio rouge de Cindy était un vaste bordel et on y trouvait de tout. Même du white spirit, qui a servi ensuite à brûler le corps de Kevin avec un briquet. Cindy aurait dit à Joanne de l'aider à faire disparaître le corps, car, je cite, « Si je tombe, tu tombes aussi ». De la première à la dernière heure, durant 4 ans, Cindy maintient que c'est elle qui a tué Kevin. Joanne confirme cette version aux gendarmes. Depuis la maison d'arrêt où elle est incarcérée dans l'attente de son procès, elle dit à son avocat « Dites à mes parents de ne plus venir me voir. Je ne le mérite pas. Qu'ils me renient. » Mais ses parents, sa mère et son beau-père, vont la voir tous les samedis. Puis le premier jour du procès arrive. Cela se passe à la cour d'assises de Foix, en Ariège. Cindy arrive shootée au calmant. Comme cela se produit malheureusement trop souvent au tribunal, ses longs cheveux bruns devant le visage. Elle entre dans le box des accusés. Joanne comparaît libre. Il est assis sur une chaise à côté de son avocat. La parole est laissée à Cindy à l'ouverture de l'audience. Et là, elle revient sur ses aveux. Elle se lève et dit « Ce n'est pas moi qui ai tué Kevin, c'est Joanne. » Joanne est abasourdie. Pourquoi ce retournement de situation ? Il ne connaissait même pas Kevin avant de le voir faire du stop au bord de la route de montagne. Mais la personnalité étrange de Joanne
toujours enclin à raconter des histoires choquantes à ses amis pour faire le dur, a eu raison de sa liberté. Au verdict, Joanne et Cindy ont tous deux pris 25 ans de prison, les jurés estimant qu'ils avaient tué Kevin ensemble. Joanne a pleuré. La presse a titré « Le duo machiavélique ». Ils ont fait appel. Arrive donc le second procès. Cette fois, Joanne et Cindy sont tous les deux dans le box. Joanne crie son innocence. Cindy, elle, poursuit sur sa ligne. C'est Joanne qui a tué Kevin. Elle bégaye un peu, les détails sont flous. C'est assez déroutant, pour moi, qui suis ce procès, de voir cette jeune femme, aujourd'hui âgée de 25 ans, clamer qu'elle dit enfin la vérité, tout en ayant l'impression, dans la façon dont elle se tient, dont elle parle, qu'elle cache encore quelque chose. Puis la mère et le beau-père de Cindy s'avancent vers la barre. Ils sont protestants pratiquants, si mes souvenirs sont bons, mais sans être bigots. Disons que la religion a une certaine importance pour eux. La mère de Cindy fond en larmes. Elle a du mal à s'exprimer. Le beau-père de Cindy, lui, retient ses sanglots, péniblement. Il a élevé Cindy avec pour valeur l'honnêteté, le travail, la famille aussi. Devant la cour d'assises de Toulouse, il se présente comme son papa et commence par dire « J'ai retourné cette histoire 50 000 fois dans ma tête et la seule réponse qui me reste, c'est « Ce n'est pas concevable. C'est pas elle. Je vais la voir toutes les semaines. Ça faisait 3 ans que je cherchais la vérité. Mais 45 minutes au parloir, ça passe très vite. Vous vous dites bonjour et hop, on vous dit de sortir. J'ai lutté, et au bout de 3 ans, elle a fini par me le dire. Que c'était pas elle. » Lors des parloirs, on recommande souvent à la famille de ne pas parler que de ça, des faits, de parler d'autre chose, de la vie dehors. Mais le beau-père de Cindy, qui l'aimait comme un papa, ne pouvait se résoudre au pire. Cela le rendait fou. C'était inconcevable. Alors, j'ai compris ce qui me taraudait. Et si Cindy accusait Joanne non pour sauver sa peau, mais pour sauver sa famille? Et si elle disait non ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais ce qu'ils avaient besoin d'entendre? Où naît la vérité? Dans la bouche de celui qui l'énonce ou dans l'oreille de celui qui l'entend? Peut-être est-ce moi qui suis dans le déni, et non la famille de Cindy. Car en appel, Joanne et Cindy ont été condamnées respectivement à 25 et 23 ans de détention. Mais cet instant d'audience m'aura appris une chose. Il ne faut jamais sous-estimer la souffrance de la famille de l'accusé. La souffrance de ne pas avoir vu son enfant changer, de ne pas avoir su ce qui se tramait, de ne pouvoir que taire sa peine parce que eux n'ont pas à se recueillir sur une tombe. Un jour, l'avocat pénaliste Maître Martin a dit lors d'une plaidoirie « Dans une cour d'assises, les souffrances s'additionnent et ne se retranchent pas. » Cette phrase m'a profondément marquée. Et j'aimerais que personne ne l'oublie, comme je ne l'ai jamais oublié. Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'application gratuite pour mobile. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Tous les épisodes sont disponibles à l'écoute ou en téléchargement.